Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec vous en direct en ce lundi 29 mai, lundi de Pentecôte. Il va falloir m'expliquer qui travaille et qui ne travaille pas aujourd'hui. En tout cas, il n'y avait pas grand monde. Moi, je suis pas là. Mais si, vous êtes là, Éric Revel. Bonjour, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. Tout compte fait tous les matins, 7h20 dans le grand matin. Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste. On vous retrouve également sur Sud Radio les lundis matin à 7h35. Et puis Arnaud Benedetti, bonjour, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et vous avez publié un livre d'entretien, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, entretien avec Stéphane Rosès, et c'est paru aux éditions du Cerf. On va évidemment revenir sur l'actualité de ce week-end, le festival de Cannes, et puis la réforme des retraites. LR et le gouvernement vont-ils s'entendre sur l'immigration? Madame Borne qui s'en prend au Rassemblement national et à Marine Le Pen. Bref, beaucoup de sujets. Et puis, y a-t-il trop de jours fériés en France, ou en tout cas ce lundi de Pentecôte? Je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a pas grand monde qui travaille finalement. Peut-être qu'on peut commencer rapidement avec ça. Vous y comprenez quelque chose? Je n'ai pas fait de recensement. Mais il y avait Jean-Pierre Raffarin qui, me semble-t-il, avait dit le lundi de Pentecôte, ça sera pour les aînés. C'est ça, c'est pour la solidarité. Oui, c'est la solidarité. C'est après la canicule. Et donc les entreprises donnent ce jour. Mais je ne sais pas si Jean-Pierre Raffarin travaille aujourd'hui, mais non, mais c'était ça l'idée au départ. C'est-à-dire que c'était peut-être il y a beaucoup de jours fériés en France, oui. Oui. Mais là, aujourd'hui, normalement, tout le monde était censé travailler. Ah oui? Oui, théoriquement, avec ce qu'avait dit Jean-Pierre Raffarin. Ou alors les gens qui ne veulent pas être solidaires, quoi. Après, on a dit aux entreprises. C'est laissé à l'appréciation des entreprises. Voilà, c'est laissé à l'appréciation des entreprises. On a arrêté de se dire travailler le lundi de Pentecôte parce que ça gênait beaucoup les Français, ça fait un pont de moins. Et on s'est dit, au fond, c'était à la discrétion des entreprises. Il y avait un peu tordu le nez à l'époque, je me rappelle. On a effectivement laissé aux entreprises le choix de ce jour férié. Moi, je voudrais savoir si les fonctionnaires aussi, si l'État se reverse le salaire des fonctionnaires qui ne travaillent pas aujourd'hui. Alors là, faut demander au professeur. C'est une bonne question. Non, et puis comment l'argent est redistribué, Eric? Oui, je ne sais pas. Alors, je crois qu'il y a une valorisation des journées de travail qui sont données à la solidarité. Mais votre question, c'est comment ça rentre dans les comptes. Bien, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Il faut lancer un appel. Si Jean-Pierre Raffarin nous écoute, il peut peut-être nous appeler. Nous écoute, le premier qui nous appelle. Jean-Pierre, s'il te plaît, tu peux nous appeler. Et j'entendais ce matin que la France est le pays qui a le plus de fonctionnaires, 5 700 000, et que ça a augmenté d'à peu près 20% depuis 20 ans. Plus de fonctionnaires dans le CDE en Europe. En France. Oui, mais par rapport à tous les autres pays européens. Par rapport à tous les autres pays européens. Par rapport à l'Union européenne. Oui, c'est possible. Oui, c'est probable. Oui, voilà. Le problème n'est pas le nom, mais l'efficacité. C'est ça qui pose un petit problème. C'est normal, c'est le pays qui paye le plus d'impôts. Donc, voilà. Les deux sont. Allez, donc vos coups de cœur, vos coups de gueule, ils sont dans l'actualité. Mais on va commencer avec Arnaud qui fait un pas de côté. Mais alors c'est un pas de côté. Alors, il se trouve que la revue Politique et Parlementaire était partenaire d'un événement. C'était le 100e anniversaire de l'Académie des sciences outre-mer, qui est une très vieille académie qui avait été fondée entre autres par le maréchal Lyautey. Et qui... On a peur. Oh là là, on entend le maréchal Lyautey. Il y a eu beaucoup de maréchaux. Il y a eu le maréchal Juin. Il y a beaucoup de chefs d'État. Il y a Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui en est membre. Abdou Diouf, Senghor en a été membre. Enfin bon, beaucoup de ministres, des diplomates, des écrivains. Boualem Sansal en est membre, etc., etc. Donc c'est une très belle académie, une très belle institution qui a d'ailleurs un fonds en termes de livres sur l'outre-mer qui est le fonds le plus important de France, 100 000 ouvrages. C'est considérable, donc les chercheurs y vont souvent. Et donc cette commémoration avait lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. 50 nationalités étaient représentées. Il y avait un chef du gouvernement, le chef du gouvernement du Congo. Il y avait un ancien chef d'État, l'ancien président du Niger, le sage de l'Afrique, comme on l'appelle, parce qu'il a refusé de faire un 3e mandat, ce qui est assez rare en Afrique parfois. Il y avait beaucoup de ministres, le ministre des Affaires étrangères du Togo. Il y avait des parlementaires. Enfin bon, il y avait une représentation internationale extrêmement importante, des ambassadeurs, plus d'une cinquantaine, je crois, d'ambassadeurs, etc., etc. Et pas un seul membre du gouvernement français. Pas un seul. Pas un seul.
Donc c'est quand même une grande surprise. La ministre de la Recherche était annoncée au dernier moment, elle s'est décommandée. Est-ce qu'elle a eu peur des casserolades ? Quand même, la question qui se pose, c'est de savoir s'il n'y avait pas quand même un secrétaire d'État, il y en a quand même un certain nombre, me semble-t-il. Je crois qu'il y a un secrétaire d'État à la francophonie. Dans le micro, parlez bien dans le micro. Mais totalement absent. C'est quand même très surprenant, c'est même choquant. Et finalement, ça traduit... soit une absence de professionnalisme, soit une indifférence qui est quand même assez coupable, soit un désintérêt. En tout cas, c'est vis-à-vis de nos amis africains ou asiatiques qui étaient présents, sud-américains aussi qui étaient présents, ça montre quelque part que finalement aujourd'hui, l'État est totalement indifférent c'est le moins qu'on puisse dire, à sa politique d'influence. Et je peux vous dire qu'en Afrique, c'est un très mauvais signal qui est envoyé. Voilà. Et donc c'est à la fois un coup de cœur pour cette académie, qui est une très belle académie, et c'est un peu un coup de gueule aussi quand même contre finalement. Il y a eu des réactions. Oui. On est dans un événement qui est un événement commémoratif, qui est un événement diplomatique. Évidemment, tout cela reste extrêmement feutré, mais indéniablement, si vous voulez, l'absence des officiels français a été remarquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pardon, mon cher Arnaud, mais la perte d'influence de la France, notamment en Afrique, elle ne date pas d'hier. Et finalement, le colloque dont vous venez de nous parler avec l'absence de membres du gouvernement n'en est qu'une illustration supplémentaire, en réalité. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, pour ne parler que de l'Afrique, la montée en puissance des Russes, l'exploitation des matières premières par les Chinois, et le recul militaire et diplomatique de la France, c'est à mon avis, c'est un sujet dont on prendra la réelle mesure encore dans quelques années, parce que ce n'est que le début de la disparition de la diplomatie ou de l'importance française. Nombre d'entreprises, si vous voulez, qui travaillent en Afrique, se posent beaucoup de questions aujourd'hui devant la montée des puissances chinoises, russes. Voilà. Et c'est d'autant plus regrettable, je vais vous dire, que la francophonie, c'est à la fois une formidable organisation, j'allais dire culturelle, mais n'oubliez jamais aussi que la francophonie, c'est un formidable vecteur de développement du business, en réalité. Et que quand vous perdez sur tous ces terrains à la fois, il ne faut pas s'étonner de voir ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire une perte d'influence totale. Il manquerait plus, si vous voulez, qu'une partie de l'Europe arrive à ses fins et nous fasse renoncer à notre siège permanent au Conseil de l'ONU, de sécurité, et la coupe serait pleine. Oui, on a l'arme nucléaire qui nous protège d'une certaine manière là-dessus. Juste un dernier point. Sur le plan pratique, j'ai posé la question à l'Académie des sciences d'outre-mer. Je lui ai dit, vous avez bien écrit. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Ils m'ont répondu. Voilà la réponse qui m'a été faite. On a écrit à tous les membres du gouvernement. On a écrit à la présidence de l'Assemblée nationale. On a écrit à la présidence du Sénat qui a répondu. 80% de non-réponse. 80% de non-réponse. C'est-à-dire que les cabinets ministériels ne répondent même pas au courrier d'une instance qui est une instance officielle. L'Académie des sciences d'outre-mer est un établissement public administratif qui est sous tutelle technique, parce qu'une académie, il faut le rappeler, est toujours indépendante, qui est sous tutelle technique du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Voilà. Voilà, donc puisqu'on était là, parlons vrai, j'allais demander qui a reçu une invitation, et personne n'a répondu, sauf le Sénat. 80%. Le Sénat. Et le président de la République a répondu. Et on a une auditrice qui nous explique, parce que nos auditeurs sont tout à fait au point sur la journée de solidarité, et une auditrice me dit qu'en fait, ce sont les entreprises ont supprimé une journée de RTT contre le jour férié, et elle est dans la fonction publique. Et une autre auditrice m'explique que c'est 0,3% de la masse salariale qui est reversée au gouvernement pour ça, et que ça rapporterait environ 3 milliards. Attendez, la journée de solidarité devrait rapporter 3,2 milliards d'euros, un chiffre en hausse de près de 200 millions. Donc tant mieux si ça va. Vous pouvez nous réinviter l'année prochaine. Voilà, vous saurez, vous êtes solidaire et incollable. Oui, moi je savais déjà. Arlette, vous, c'est le Festival de Cannes qui vous a interpellé ce week-end. Ah oui, ça devait être formidable, la Palme d'Or, la soirée exceptionnelle qui a battu un record d'audience d'ailleurs. C'est étonnant, c'est quand même très chiant, pardon. Oui,
millions 8, hein. Oui, c'est beaucoup, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, Palme d'Or remise à une réalisatrice formidable, une femme, c'est la 3e fois, c'est la 2e fois pour une Française, effectivement, Justine Triet. Donc en gros, on est quand même extrêmement content, extrêmement fier, récompensé pour un film que nous n'avons pas encore vu, mais qui, de la vie générale, est effectivement excellent. Réussi, Anatomie, effectivement, d'une chute. Bon, voilà, donc on la voit, Justine Triet, arriver sur la scène du Palais, la grande salle du Palais des Festivals. Elle est belle, elle est jeune, elle est émue. On est ému aussi, et puis elle commence à parler. Il y a des larmes. On se dit, ça va être un grand message en destination des femmes pour le cinéma. Et on parle de quoi? D'abord de la retraite du conflit en France. Contestation historique, dit-elle, niée et réprimée de façon choquante par un pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé. Bref, en gros, on vivrait quand même dans une pseudo-démocratie, un régime autoritaire. Son nom, Justine Triet. Premier triomphe, la salle, une partie de la salle évidemment applaudit. Et puis deuxième salve, alors là, ça vise directement la culture, le ministère de la Culture et aussi le gouvernement. Elle dénonce la mondialisation de la culture que le gouvernement néolibéral, toujours le nôtre, Emmanuel Macron, défend, qui est en train de casser l'exception culturelle française, dont j'ai bénéficié quand même, dit-elle, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. Elle reconnaît quand même que la moitié de son film a été financé effectivement par des aides, grâce aux aides qui sont accordées. Alors, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, bien entendu. Elle a été applaudie par Éric Coquerel, la France Insoumise, une partie de la gauche. Bon, simplement, on peut s'étonner de cette sortie. La ministre de la Culture dit qu'elle a été estomaquée. Je pense qu'elle n'est pas la seule, évidemment, à être estomaquée. Moi, ce que je regrette, au-delà de tout ça, c'est quand même... le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma du monde. Dans la salle, il n'y a pas que des Français. Non. Il y a des gens qui viennent de la planète entière. Jane Fonda remettait cette palme d'or. Elle lui a balancé. On s'attendait franchement à un autre discours. Elle a le droit, franchement, de s'interroger ou de dire effectivement qu'il y a un cinéma français qui vit grâce à un système différent. On a survécu. Et puis, moi, je pensais qu'elle s'intéresserait à d'autres, puisqu'on parle au monde entier au Festival de Cannes, puisqu'elle est femme. Il y a des femmes en Iran, il y a des femmes qui aimeraient tourner, filmer, il y a des comédiennes qui ont été obligées de fuir l'Iran, il y en a qui ne peuvent plus travailler évidemment en Afghanistan, et dans d'autres pays du monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des causes, on a envie d'en parler. Quand une femme triomphe, elle doit parler d'autres femmes et des difficultés en premier, surtout quand elle se dit féministe. Je pense que ce n'était pas le lieu. Alors, la ministre est encore une fois estomaquée. Pourquoi elle n'y était pas d'ailleurs hier? Pourquoi elle n'était pas là? Alors, je ne sais pas, peut-être pour éviter les sifflets et sans doute ce genre de choses. Elle avait déjà subi la réforme des retraites ou Molière. Voilà. Donc, c'est un peu systématique. On va y revenir dans un instant. Petite pause sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, on revient sur ce qui s'est passé à Cannes, et on peut le redire, effectivement, c'est un succès pour France Télévisions. Cette cérémonie a été suivie, vous l'avez dit tout à l'heure, par plus de 3,5 millions de téléspectateurs, même si c'était un peu, encore une fois, ennuyeux. Alors, nos auditeurs, ils ne sont pas du tout d'accord avec vous. Nathalie Desjouis décerne une 2e palme d'or. Ça dérange quand on dit la vérité, etc., etc. Eric, vous avez réagi comment? Moi, vous savez, les rebelles en ballerines, paillettes et en strass autour des oreilles, ça me fait toujours rire, parce que dénoncer le monde néolibéral, comme vous le disiez Valérie, dans le plus grand festival du film mondial quasiment, c'est dénoncer un secteur qui ne vit qu'à coups de millions de stars et du reste. Donc je vois pas trop l'intérêt. Je trouve ça d'une hypocrisie absolument incroyable, si vous voulez, de venir à Cannes, de recevoir sa palme pour en faire une tribune politique, comme disait Arlette avec justesse. C'est un festival mondial, donc il y a des tas de gens qui sont là, qui font du business, qui regardent la France parfois juste pendant le temps du festival, et ils ont cette image-là. Je trouve ça quand même périlleux. Puis, pardon,
elle aurait pu commencer, cette réalisatrice de talent, par remercier ceux qui avaient permis financièrement qu'elle produise. Que son film soit produit, notamment des entreprises privées. Elle l'a dit, elle a dit qu'elle avait... Enfin bon, si vous voulez, c'est pas ce qu'on retient. Donc moi, je suis toujours, extrêmement gêné. Je trouve ça un peu déplacé. Puis comme le dit Arlette, bon, très bien, on peut manifester en France, on peut ne pas être d'accord, on peut le dire, et d'ailleurs, elle a utilisé ce droit. Mais est-ce que c'était bien l'endroit ? Enfin, tout ça est un espèce de mélange des genres sans arrêt qui... Alors Véronique, elle nous dit la Macronie au bout de leur vie, tout le week-end, la vérité fait mal, une subvention n'est pas la corruption, en recevoir n'est pas une soumission au pouvoir. Oui. C'est vrai, mais c'est vrai, tout à fait le droit de penser, mais en même temps, ce qui est embêtant, c'est le nombrilisme français. C'est-à-dire qu'on est concentré sur l'année a été difficile avec la réforme des retraites, mais ceux qui sont dans la salle, ils s'en foutent. Je veux dire, l'année a été difficile aux États-Unis parce qu'il y a de l'inflation, dans d'autres pays qui souffrent d'autres maux. Ce n'est pas le summum de la souffrance, n'est pas la réforme des retraites en France quand on regarde le monde. Après, elle a tout à fait le droit de penser ce qu'elle pense et d'être totalement hostile au gouvernement et à Emmanuel Macron. Mais c'est le décalage. Ça, c'est son droit. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est le décalage entre cette salle qui a applaudi, qui était en smoking, en robe longue et bijoutée, choucroutée et autres. J'ai trouvé que c'était, il y avait une sorte de décalage. Arnaud. Si vous voulez, moi, je trouve que le problème, c'est que c'est l'émetteur. Ce qu'elle dit, désolé, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit sur la crise démocratique que l'on traverse. Moi, c'est une analyse globalement que je partage. C'est une réalité, c'est difficile de la nier. Enfin, on peut toujours la nier, mais bon, c'est une réalité. Mais c'est vrai que l'émetteur, en l'occurrence, n'est pas le plus approprié pour transmettre ce message. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si vous voulez, moi, ce qui m'a choqué ensuite, c'est une polémique, une de plus, il y en a toujours aujourd'hui. On vit dans une machine à controverse et à polémique, une par jour, voire plus. C'est la façon dont, si vous voulez, un certain nombre de proches du pouvoir, parlementaires, porte-parole du pouvoir, ont tout de suite saisi cette occasion pour dénoncer une artiste qui serait une artiste hors sol ou ingrate par rapport à un système qui indéniablement protège la création culturelle en France. L'exception culturelle, c'est d'une certaine manière une forme de préférence nationale, que d'ailleurs la plupart des artistes récusent et condamnent dès lors qu'elle est défendue pour d'autres causes et par d'autres porte-paroles. Donc ça montre aussi les contradictions de ce milieu, d'une certaine façon. Donc je suis plus partagé, voilà, c'est-à-dire qu'en effet, je trouve que c'était certainement pas le lieu ni le moment, parce que une cérémonie de ce type, c'est d'abord une cérémonie qui doit se concentrer sur les enjeux qui sont les enjeux de la création et de la culture. C'est ce qu'elle a dit aussi. C'est ce qu'elle a fait aussi. Voilà. Mais après, je trouve que si vous voulez, la façon dont elle est mise, clouée au pilori par un certain nombre de proches de la majorité, me semble aussi un peu excessive. Et on voit que derrière, il y a quand même une forme, j'allais dire, de communication qui vise à aussi défendre la majorité et défendre le pouvoir. Un mot en contraste aussi, cette mannequin iranienne Maloka Jaberi qui avait cette robe spectaculaire, pas de bijoux, seulement cette robe retenue par une corde autour du cou pour rappeler écoutez ce qui se passe en Iran, la vague d'exécution. Donc ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Voilà, c'était dans une assez grande indifférence, mais allez voir sa photo sur les réseaux. Oui, Eric. Oui, la corde au couteau du cou. Elle est spectaculaire. Une auditrice dit, l'auditrice c'est Sophie de Menton, elle dit Anatomie d'une chute, le film primé à Cannes a boycotté sans faute pour ne pas marchandiser la culture, comme accuse Justine Triet. C'est du Sophie de Menton dans le texte. Mais je la cite. Si on est cohérent, effectivement, on refuse la marchandisation. Il faudrait que le film soit gratuit. On va marquer une pause et puis on va se retrouver avec vous, Eric, et les propos de Madame Borne à propos du Rassemblement national ce week-end. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord ce matin, c'est plutôt le cas. Eric, votre coup de gueule,
concerne Elisabeth Borne. Oui, enfin, Elisabeth Borne, elle est au four, au moulin, au charbon et tout, la brave première ministre, elle fait ce qu'elle peut, avec les moyens du bord et avec un président de la République qui la regarde quand même de plus en plus de travers. Mais non, ce qui est assez choquant, je vais vous dire, c'est convoquer l'histoire pour essayer de... là où on arrive. Alors, je prenais l'image tout à l'heure, je pense que ça a plu Arlette. J'ai l'impression que le gouvernement aujourd'hui, le RN est devenu une savonnette. C'est-à-dire que, vous voyez, une savonnette mouillée, c'est super difficile à tenir dans une main. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que le gouvernement ne sait plus par quel bout prendre le Rassemblement national. Parce que, à l'insu de son plein gré, le RN s'est normalisé. Bon, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est un fait. Zemmour l'y a aidé. Quand vous interrogez des politiques, ils vous disent, oui, les députés RN, ils bossent à l'Assemblée nationale. Hein, ils bossent, ils font pas de bruit, ils sont là. Donc, en réalité, Elisabeth Borne, qui fait cette sortie sur une radio amie, donne l'impression qu'il y a une sorte de panique face à l'espèce de vague que représenterait le RN aujourd'hui, et on verra dans les prochaines élections européennes. Pour moi, cette phrase, elle pouvait très facilement être connotée, très facilement être associé au Front National à l'époque où ce parti était antisémite et entouré de gens d'une droite dure, pour pas dire putride. Mais aujourd'hui, le RN, c'est justement plus du tout le cas. Et pour moi, c'est un aveu de faiblesse d'Elisabeth Borne que de balancer ça dans le débat. D'ailleurs, la ministre de la Culture, puisqu'on en parlait tout à l'heure sur une autre antenne, y a été aussi de son petit couplet sur Marine Le Pen, m'a dit que, paraît-il, que je n'étais pas digne d'être ministre de la Culture des Français. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Donc il y a une espèce d'offensive qui, pour moi, traduit une faiblesse et presque un état de panique face à cette espèce de savonnette que le gouvernement ne sait plus comment saisir. On va écouter ce qu'elle a dit hier. C'était hier, Elisabeth Borne sur Radio J. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors, maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil. Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Alors, Arnaud ? Non, je veux dire, c'est d'une paresse intellectuelle sans nom. C'est surtout ça que ça traduit. De réflexe pavlovien absurde. Elle dit, elle n'entend pas Marine Le Pen dénoncer les positions historiques du Front National. Mais enfin, Marine Le Pen a exclu son père du Rassemblement du Front National, ce qui quand même a dû être pour elle, je vais dire, une épreuve considérable. Son père à la fois politique et son père biologique. Donc, je trouve que c'est très faible, et je partage ce que dit Éric, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment prendre ce sujet, parce que ce sujet aujourd'hui ne leur donne plus de prise, en l'occurrence. Et moi je crois véritablement que, d'abord, se servir de l'histoire en permanence, de manière biaisée, pour dénoncer l'adversaire, ça me paraît être un mauvais service qu'on rend au débat public et à l'histoire, déjà. Oui. Parce que même l'histoire du Front National, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que la manière dont on veut aujourd'hui le réduire. Évidemment, il y avait des antisémites au Front National, c'est clair. Évidemment, il y avait une partie de l'extrême droite qui était au Front National. Mais au Front National, vous aviez aussi, dès le début, des gens qui avaient eu un parcours, pour certains d'entre eux, républicain. Je veux dire, Georges Bidault, a quand même participé au début à la création du Front National. Georges Bidault, faut-il le rappeler, c'est le successeur de Jean Moulin au Conseil national de la Résistance. Donc, je crois qu'il faut avoir toujours un regard assez, nuancé sur des objets politiques qui sont des objets politiques complexes. Non pas qu'il ne faille pas voir ce qui était aussi le Front National à sa naissance. Ça, c'est un point qui me paraît important. Ensuite, je pense que c'est totalement contre-productif sur le fond. C'est totalement contre-productif. On rappelle quand même qu'elle est arrivée au second tour et qu'il y a des millions de gens qui ont voté pour elle, et elle rappelle 88 députés. Le Rassemblement national aujourd'hui est sur un espace politique qui est assez proche de celui qui pouvait être celui du RPR à la fin des années 70 et au début des années 80. On est autour de cette table un certain nombre à avoir la mémoire politique. Donc on sait ce qu'était le contenu idéologique des formations politiques il y a 30 ans et 40 ans. Ouais. Voilà. Arlette, moi, je partage tout à fait ce sentiment. Ouais. Je pense que c'est une erreur. Pendant des années, on a montré du doigt, on a rappelé la Deuxième Guerre, l'OAS...
Et on a vu le FN se transformer en RN et continuer à progresser. Ouais. Donc on a compris qu'à chaque fois, le seul moyen de faire baisser, si le gouvernement le veut, le RN, c'est régler les problèmes qu'il pose, qu'il soulève, aussi bien le pouvoir d'achat que l'immigration, et deuxièmement, souligner la faiblesse du programme et les difficultés qu'aurait Marine Le Pen au pouvoir à gouverner, sa capacité à gouverner, ses alliances. Avec qui gouvernerait-elle demain? Elle dit il y aura un gouvernement d'union nationale, mais qui irait gouverner avec elle? Donc c'est sur le fond qu'il faut, si le gouvernement le veut, attaquer le Rassemblement national et mettre en difficulté Marine Le Pen. Et c'est pas en disant regardez, c'est affreux. Voilà, l'épouvantail, ça n'a jamais marché. Pourquoi? On voit bien, si on parle des élections en Espagne, on voit bien que l'extrême droite espagnole, elle aussi est en progrès. Pourquoi? Il faut s'interroger. Donc c'est exactement la même chose. Encore une fois, si on ne veut pas se retrouver comme en Italie avec la droite et la droite extrême au pouvoir, il faut quand même essayer de régler les problèmes et ne pas juste se contenter de dire Marine Le Pen c'est Pétain et le RN c'est Pétain. Madame Mélanie a mis beaucoup d'eau dans son vin. Ouais. Exactement. Mais on voit, des élections avaient lieu hier en Espagne et c'est une bérésina pour les socialistes, pour Podemos, et on voit le parti de droite et d'extrême droite aujourd'hui. Il faut voir ce qui est devenu le Parti socialiste espagnol et ce qui est la gauche espagnole. C'est une gauche qui s'est radicalisée sur un certain nombre de sujets et qui inévitablement ramène des Espagnols dans les bras de la droite et mais un mot supplémentaire sur la sortie d'Elisabeth Borne. Arnaud a raison, le parcours des personnalités politiques et le parcours des formations politiques est souvent moins linéaire qu'on ne le caricature lorsqu'on prend la parole et qu'on fait de la politique. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, je n'aurais pas l'outrecuidance de rappeler que François Mitterrand, jeune, était d'extrême droite et a porté l'ordre de la Francisque, ordre créé par le maréchal Pétain. Justement, vous voyez. Alors ça, c'est un sujet qui est encore un sujet tabou, même si le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, date de plusieurs dizaines d'années maintenant. Mais j'ai pu le tester hier, vous voyez, sur un autre plateau. Et quand vous dites ça à des gens qui sont socialistes, alors là, vous passez pour... Mais c'est le tabou absolu. Il ne faut pas rappeler, même si c'est vrai, que François Mitterrand a porté l'ordre de la Francisque, qu'il y a des photos où on voit François Mitterrand dans des manifestations violentes de droite, pour pas dire l'extrême droite, anti-immigrants, vous voyez. Donc tout ça, évidemment, ça fait beaucoup de mal à la gauche quand on lui rappelle ça, et notamment au Parti socialiste. Tout ça pour dire que les choses ne sont pas linéaires, les choses ne sont pas inscrites dans un marbre où les personnes ou les partis auraient des parcours irréprochables et voilà. Mais non, mais c'est bien de le rappeler, parce que Madame Borne, qui est socialiste, elle a travaillé pour Monsieur Delanoë, elle a travaillé pour Monsieur Lang, elle devrait faire attention quand on convoque l'histoire, il faut faire attention qu'elle ne nous revienne pas en boomerang. Ça paraît très primaire comme argument, quand vous dites que ça dénote d'une fébrilité, il y a peut-être d'autres arguments à développer effectivement contre le Rassemblement national. Sur le fond, bien entendu, sur le fond, qu'est-ce qui compte? Ce sont les projets. Est-ce qu'il y a une alternance et une alternative crédible? Comment ils peuvent imaginer que ça fonctionne encore aujourd'hui quand on a près de 15 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national? Mais il y a un autre aspect, il y a aussi une très grande inculture historique. C'est ce qui caractérise aussi un certain nombre de prises de position de responsables politiques. Ce qui explique. Je suis désolé, mais François Mitterrand a toujours été très prudent sur la façon dont il fallait aborder la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons évidentes qui sont liées à son parcours personnel, qu'Éric a rappelé. Donc je crois que, en l'occurrence, il faut être prudent. Et quand je vois un certain nombre de jeunes ministres faire des tweets sur l'histoire en disant ah oui, mais ils ont été partisans de l'Algérie française. Mais parmi les partisans de l'Algérie française, il faut se souvenir qu'il y avait une partie de la droite républicaine, il y avait une partie de la gauche républicaine qui était partisan de l'Algérie française et qui n'étaient pas des gens d'extrême droite, qu'on a caractérisés comme des gens d'extrême droite, mais qui avaient eu un parcours tout à fait honorable pendant la Seconde Guerre mondiale. Et plus qu'honorable, parfois héroïque. Charles de Gaulle à Londres après son appel, c'est pas des gens de gauche, hein. Non. Et oui, historiquement, c'est des gens très à droite. L'histoire est complexe, comme l'humanité. Voilà, exactement. Il faut un peu s'en souvenir. Attention à autre. Mais comment vous expliquez effectivement qu'ils s'engagent sur ces arguments-là? Parce que c'est ce que je vous dis. Facilité. Et ils ne savent plus comment prendre le Rassemblement national. C'est la savonnette qui leur échappe des mains en permanence. C'est-à-dire que vous stigmatisez, vous caricaturez. Voilà, on préférait avoir un débat de fond sur, sur les positions de Marine Le Pen sur l'âge de départ à la retraite,
fait, oui, tiens, sur les institutions, il y a plein de sujets. Mais pour moi, c'est un acte de faiblesse et de panique, vous voyez. Ou alors, c'est prendre les Français pour des idiots en disant ce qu'a dit Arnaud, c'est-à-dire, de toute façon, le contexte historique, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, on va essayer la bonne vieille chimère de dire, attention, les croix de feu vont entourer l'Assemblée nationale bientôt et la République française est en danger. Mais ça ne fonctionne plus. Non, ça fonctionne surtout. Oui, il y a un petit décalage aussi dans le temps. C'est-à-dire, pardon, mais les allusions à la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 2023. Ça ne parle plus beaucoup aux Français. Et Marine Le Pen, en plus, c'est un électorat jeune aussi. Donc, ça n'a aucun impact. Donc, affaiblir le Rassemblement national de cette manière, franchement, c'est peine perdue, quoi. C'est pas une bonne idée du tout, du tout. Alors, ils ont des mauvais conseillers, McKinsey n'est plus là, non, parce que ça semble être une évidence pour tout le monde. Tout le monde, globalement, ça a été quand même, la réaction était un peu sidérée, effectivement, du côté basique de l'argumentation. Donc, alors, il y a le fait que, si vous voulez, il faut qu'ils se repositionnent un peu à gauche, alors qu'ils sont très critiqués sur leur triangulation à droite par parfois une partie de la gauche. Donc, si vous voulez, tout ça, ça obéit à un contexte, mais je pense que c'est de la politique à la Gaudi, c'est tout. Voilà. C'était sur Sud Radio que Marine Le Pen avait dit que Rima Abdul-Malak ne méritait pas d'être ministre, je l'avais oublié. Ministre des Français. Et Rima Abdul-Malak, qui était invitée sur France 2 samedi soir, a dit elle dit des Français, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Elle reproche à Marine Le Pen d'avoir dit elle ne mérite pas d'être ministre de la Culture des Français. Je ne sais pas pourquoi. Mais la sortie de Marine Le Pen, que je ne vais pas analyser dans le texte, puisque je n'en sais rien, mais c'est peut-être aussi par rapport aux compétences qu'on prête à la ministre de la Culture ou aux incompétences qu'elle aurait. Vous voyez, les Français mériteraient un autre ministre de la Culture. C'est peut-être ça aussi qu'elle a voulu dire. Oui, ça veut pas dire forcément. C'est pas forcément. C'est parce que vous êtes d'origine libanaise. Mais on voit que c'est ce filon-là que veut exploiter aujourd'hui le gouvernement. Il y a une offensive là, très nette d'une partie du gouvernement, Elisabeth Borne en tête, pour essayer de saisir la savonnette glissante que représente le RN. Alors, autre savonnette glissante, l'immigration. On va en parler dans un instant, là aussi, complexe pour le gouvernement. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, au moment où le débat sur l'immigration, évidemment, est à la une de l'actualité avec les propositions des LR, un petit, c'est peut-être pas un coup de gueule, mais c'est un étonnement. Gérald Darmanin lance une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Et que croyez-vous qu'il va faire à partir du 30 mai prochain et pendant tout l'été, 5 millions de flyers, donc des petits papiers, vont être distribués par les policiers et les gendarmes pour rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsque l'on est témoin ou victime d'une agression. Et formidable, il y a un QR code, donc je ne sais pas si tout le monde sait se servir d'un QR code pour expliquer cela. Ça me fait penser, et je le rappelle souvent, à cette ministre des droits des femmes qui était venue sur LCI et qui m'avait expliqué que dans les commissariats, on allait mettre des affichettes pour expliquer aux femmes qu'elles pouvaient porter plainte. Bon, on en est plus là quand on voit, et je vous encourage à lire le livre de Judicaël Irel qui raconte, ça s'appelle Concorde Rouge, comment à la station Concorde il a voulu défendre une jeune femme qui était en train de se faire agresser par un homme et il a été tabassé quasiment à mort. C'est terrifiant, son récit est absolument terrifiant. Personne n'a réagi, personne ne l'a soutenu, donc que faire, je ne sais pas, que faire quand quelqu'un est agressé. Enfin, c'est une façon de nier aussi l'ampleur de ce qui se passe en France aujourd'hui, avec des femmes qui ont peur de sortir le soir, qui sont obligés de mettre des t-shirts, des pulls pour pas être agressés. Je trouve que la réponse des flyers me paraît assez... Les flyers, c'est une chose, mais je veux dire qu'on communique sur le fait qu'on va éditer 5 millions de flyers, je trouve que c'est en effet pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Mais enfin, bon, après... 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles le soir. Mais surtout, ça met en écho, évidemment, Éric Dupond-Moretti, qui devient définitivement un héros de bande dessinée, c'est-à-dire que c'est devenu le capitaine Haddock avec le sparadrap qui lui colle aux chaussures. Et son sparadrap, c'est la fameuse
phrase, le sentiment d'insécurité. Vous voyez, il peut être maintenant héros de bande dessinée, Éric Dupond-Moretti, quand il arrêtera sa carrière de ministre de la Justice. Et puis sur le flyer, je vais vous dire mon sentiment, même si on n'en fait jamais assez sur la cause des femmes ou des gens agressés. Mais pour moi, ce flyer, je voudrais bien le voir, mais il est sans doute signé en gros Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et de côté, électoraux, c'est ça que vous voulez dire ? Et futur candidat à la présidentielle peut-être de 2027. C'est un peu comme le débat précédent. Je ne suis pas sûr qu'un tract comme celui-là... Est-ce que c'est le premier élément de bataille contre la décivilisation ? J'arrête là, je ne ferai pas le débat. Oui, peut-être. Parlons donc de ce chiche lancé en premier par les Républicains et de la réponse de Gérald Darmanin. Chiche, travaillons ensemble à une réforme de la loi immigration. Est-ce que ça a des chances de fonctionner ? Mais voyez, ça reboucle avec la sortie d'Elisabeth Borne, me semble-t-il, sur le Rassemblement national, parce que la question de l'immigration est une question qui est au centre des débats en France, même si elle arrive en 4e ou 5e position dans les sondages, après le pouvoir d'achat, etc. Pourquoi ? Parce que le gouvernement est tellement embourbé dans sa propre réforme sur l'immigration, alors que c'est un sujet évidemment qui fait florès, notamment au Rassemblement national et notamment chez LR, qu'ils allument, ces braves membres du gouvernement, des contre-feux qui s'appellent Elisabeth Borne, avec la phrase que vous rappeliez, celle de la ministre de la Culture sur Marine Le Pen, donc dans une interview sur Sud Radio. Tout ça est assez lié en réalité. Et derrière, je trouve quand même qu'il y a eu un très bon coup politique de la part des LR, avec cette une dimanche dernier des 3 Retailleau, Ciotti et Marlex. Pourquoi ? Parce que justement, ils sont à la fois dans la cible de leur électorat, c'est-à-dire la question de l'immigration, et en même temps, ils essaient de montrer qu'eux ne sont pas embourbés autour de propositions, alors que le gouvernement, on ne sait même plus quand va arriver la loi, qu'est-ce qu'il y aura dedans, est-ce qu'il va durcir ou pas, Darmanin. Donc c'est tout ce contexte politique qui nous permet de décrypter les sujets dont nous avons parlé tout à l'heure. Ouais. Arlette, sur ce chiche, allons-y, travaillons ensemble, sauf qu'il y a des lignes rouges qui ne seront pas... il y a des lignes rouges, donc c'est pas facile, effectivement. Donc c'est un bon coup politique, même si la photo à la une du JDD la semaine dernière n'était pas follement séduisante, mais bon, c'est comme ça. Non, c'est le dire non plus. Non, mais c'est effectivement une bonne opération a priori. Après, il va falloir qu'il y ait un des deux qui cède. Quand on met des lignes rouges, qui va reculer sur des points essentiels. Le gouvernement est coincé et Gérald Darmanin est obligé de faire une loi d'équilibre. Sinon, il y a une partie de la majorité qui vient de la gauche, qui est issue de la gauche, qui commence à dire mais il n'est pas question de voter un texte qui ressemblerait à celui des Républicains. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, il peut faire des concessions, mais il y a un point central que veulent les Républicains, c'est-à-dire effectivement déroger au droit européen parce que c'est le seul moyen, disent-ils, de contrôler vraiment l'immigration. Ça, franchement, Emmanuel Macron ne peut pas l'accepter. L'Européen qu'il est ne peut pas... J'enlève même le côté efficacité ou pas. Mais le problème, c'est que la conviction européenne d'Emmanuel Macron ne peut pas le conduire à dire j'accepte. Donc il n'y aura pas de révision constitutionnelle, pas question de déroger au droit européen. On peut améliorer... Donc, est-ce que les Républicains ne le savent pas et que c'est bien pour ça qu'ils le proposent ? Bien, c'est un piège, évidemment. C'est un piège, bien entendu. Mais en même temps, pardon de le dire, si ils n'obtiennent pas satisfaction, ce ne sera pas très bon non plus pour eux. Et le risque, c'est qu'à la fin, ce soit à nouveau, puisqu'on en parlait, le RN qui sourit de cette incapacité DLR à imposer quelque chose au gouvernement et qui sourit de l'incapacité du gouvernement à traiter le sujet d'immigration. Oui, Arnaud ? C'est-à-dire que pour le coup, autant ils étaient contre l'opinion dans l'affaire des retraites, autant là, ils ont l'opinion pour eux, clairement. Parce que quand on regarde toutes les études d'opinion, vous avez 70% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration. Vous avez 65% des Français, j'ai vu un sondage là, il y a 24 heures ou 48 heures, qui justifient leur demande de rétablir la primauté du droit national sur le droit européen. Donc là, ils sont dans le courant, clairement. Ensuite, moi, si vous voulez, je rejoins ce que dit Arlette, c'est-à-dire que je ne vois pas comment l'exécutif peut s'en sortir sur ce dossier de l'immigration à l'Assemblée nationale au regard de ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de majorité pour voter ce texte. Il n'y a pas de majorité. Et le risque pour Madame Borne, c'est qu'elle soit confrontée, cette fois-ci, à une motion de censure qui ne soit pas défendue par le groupe Lyot, mais qui soit défendue par le groupe LR. Et c'est ce qu'a dit très explicitement Olivier Marlex lors de l'interview qu'il a donnée au Journal du Dimanche avec ses deux collègues Ciotti et Retailleau. Donc, ça fait, je crois, c'est le 7e changement de pied du gouvernement sur la question de l'immigration
l'immigration, ce qui est quand même considérable. Donc on voit qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et comme au fur et à mesure que l'on avance dans cette législature, trouver des majorités de compromis va s'avérer être de plus en plus complexe. Moi, je fais le pari qu'à terme, de toute façon, il y aura une motion de censure qui sera adoptée à l'Assemblée nationale. Ça va finir par arriver. Ce qu'a dit de Courson en disant que ce gouvernement serait renversé. Et l'immigration est peut-être l'un des sujets sur lesquels ça peut arriver. C'est difficile parce que la gauche ne voterait pas une motion de censure déposée par la droite. Tout dépend ce qu'il y a dans le texte de la censure. Tout dépend ce qu'il y a dans le texte de la censure. Voilà, mais ça fera un 49.3 de plus. Et si ce projet est à l'automne, ça veut dire que ça sera un 49.3 qui viendra après les autres 49.3 sur le budget. Donc on va retomber dans un film qu'on a déjà vu. La petite musique qu'on entend aussi, si vous voulez, au-delà de tous les sujets dont on débat qui sont très intéressants, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, tout ça, oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose que j'entends, moi, de plus en plus, qui est le raisonnement suivant, avec des Français qui votent de moins en moins, qui sont de plus en plus désabusés face à ce qu'ils attendent d'ailleurs de ceux qui gouvernent. La petite musique est la suivante, c'est on a essayé tout le monde, à gauche, à droite, mais pas le RN. C'est ça la petite musique aussi qui monte et qui est intéressante à non pas analyser parce qu'il n'y a pas de fondement sur vous voulez un SMIC à 3 000 euros. Non, c'est pas ça le sujet. C'est en fait, ils ne croient plus vraiment. On n'y croit plus à rien. Bon, on a tout essayé sauf ça. Donc ça, si vous voulez, c'est un côté aussi imparable et ça rajoute de l'eau à ma savonnette glissante de tout à l'heure, vous voyez. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, de l'eau sur le savon qui est de moins en moins saisissable. Au-delà de cela, le sujet, c'est quand même savoir si on peut tenir pendant 4 ans comme ça. Alors ça, c'est... Moi, je ne vois pas comment cette législature tient, encore une fois. Moi, ça fait longtemps que je le pense. On l'a dit, je ne vois pas comment ils y arrivent. Parce que, encore une fois, c'est bien la première fois qu'un président de la République se retrouve dans une situation à l'Assemblée nationale aussi improbable. Parce que, il y a eu des majorités relatives, mais jamais aussi difficiles que celle-là. Mais s'il y a dissolution, ça changera, ça changera quoi ? Il y a l'autre hypothèse posée et régulièrement rappelée par Nicolas Sarkozy. C'est un véritable accord de gouvernement avec les LR. Ça veut dire que c'est une cohabitation acceptée par Emmanuel Macron parce que celui qui arrivera à Matignon veut et voudra avoir des pouvoirs pour vraiment gouverner. Ça veut dire s'accommoder d'un Premier ministre qui gouverne, qui a des marges de manœuvre. Il peut avoir une partie de son aile gauche qui part aussi. Et voilà, il peut avoir une partie de son aile gauche qui part. Et deuxièmement, Emmanuel Macron peut-il accepter d'avoir un vrai Premier ministre ? Mais un accord de gouvernement est la seule solution pour s'en sortir. Sachant qu'une dissolution ne réglera rien. Non. Ça sera exactement la même chose. C'est ça. Et en plus difficile, sans doute, aussi pour la majorité. Et donc, avoir une majorité encore plus relative, c'est pas une solution. Il n'y a plus du tout de majorité. Et qui, comme Premier ministre ? Hier, je ne sais pas si vous avez vu ce papier dans Le Parisien qui semble être... peut-être pas un papier de commande, pas comme ça, mais sur Ferrand. C'est Richard Ferrand. Hein, vous l'avez lu, mais ça me paraît complètement Le président de la République ne peut accepter que quelqu'un qui est proche de lui. C'est pour ça que je dis, soit il fait le sacrifice de Matignon, il accepte cette cohabitation, il la décide, il l'assume, soit il va prendre à ses côtés, quel que soit le nom de la personne, effectivement, quelqu'un qui est proche de lui. Donc, il n'y aura pas de gain. Richard Ferrand est très talentueux. Il est ancien président de l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'il aura plus de chances de récupérer des Républicains ? Mais voyez, c'est pas du tout sûr. Dans la série, c'était mieux avant ou peut-être. Ou bien on fait disparaître le poste de Premier ministre, ou bien on la rétablit dans ses usages et coutumes. C'est quoi ? C'est qu'avant, un Premier ministre, ça représentait un chef de parti qui avait un poids politique. Aujourd'hui, on n'a que des techniciens, en fait. On a des techniciens qui sont interchangeables, etc., qui ne donnent ni plus ni moins de poids politique au président de la République, puisque le Premier ministre ou la Première ministre ne représente rien dans le paysage politique. Et pour moi, vous voyez, c'est aussi important que de discuter du cumul des mandats, par exemple, qui donnait un autre lien politique aux Français. Celui-ci, sur la question du poste de Premier ministre, je pense que la réflexion est engagée, parce qu'en réalité, le président de la République, il décide absolument de tout, et en face de lui, il n'a même pas quelqu'un qui fait semblant d'avoir un poids politique, il n'en a aucun.
Ouais, alors. Parce qu'on pense le professeur. Parce que la vérité, c'est que depuis Sarkozy, alors c'était pas le cas avec Hollande quand même, mais depuis Sarkozy, ils ont, j'allais dire, tordu l'interprétation de la Constitution de la Ve République. Le général de Gaulle, qui était quand même un président qui avait le moins qu'on puisse dire de l'autorité, déléguait beaucoup. Alors peut-être parce qu'il était militaire et que les militaires savent déléguer aussi. Mais en tout cas, c'est non, mais sans plaisanterie. C'est-à-dire qu'il considérait qu'en effet, le Premier ministre, c'est l'article 20 de la Constitution, conduit la politique de la nation. Donc on lui laisse une marge et le président de la République a tout intérêt parce que ça lui sert d'une certaine manière de protection et de fusible, tandis que là on voit bien que Macron est en première ligne comme Sarkozy était en première ligne. Il faut revenir, le président est en charge de l'essentiel, comme disait le général de Gaulle. C'est fini pour aujourd'hui, merci à vous, très bonne journée, mais oui déjà ça passe vite, très bonne journée, dans un instant l'émission Média, tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.